rebonjour à tous. Donc j'ai la chance d'animer cette deuxième table ronde. Patrice m'a fait un énorme cadeau quand j'ai vu le titre de la table ronde, ESG performance économique. Je me suis dit c'est pas gagné, notamment pour des startups de technologie. Autant ESG je vois bien, c'est une histoire de conviction, on peut faire beaucoup de choses intéressantes, intelligentes. Pour autant aujourd'hui sur le portefeuille, la performance économique, je me posais beaucoup de questions. Et donc j'étais ravi d'échanger avec à la fois les 3 dirigeants de sociétés du portefeuille qui sont présents sur place et également Frédéric Coulet de celle-ci qu'on va avoir en visio puisque malheureusement depuis hier il a 8 cas de Covid chez lui, donc il est cas contact et il n'a pas pu venir sur Paris assez logiquement aujourd'hui. Par contre il a souhaité être avec nous, donc il va participer en visioconférence, on va voir si ça va marcher, mais il va participer à la... Ouais, on le voit déjà Frédéric qui est arrivé, donc ça c'est super, il va participer à la table ronde. Quelques petits mots peut-être pour commencer, justement par rapport à mes inquiétudes. Je peux vous dire que sur tout ce qui est digital aujourd'hui, quand on regarde les grands succès de ces dernières années, en particulier les GAFA, Google, Amazon, Facebook, voire Uber ou d'autres, ils sont quand même beaucoup créés sur des sujets contestés, contestables, des vides juridiques le cas échéant. C'est pas très ESG tout ça, c'est pas très RSE. Donc forcément, on peut se poser des questions entre ESG et performance économique. Moi, je pense que c'est question de conviction, c'est aussi une question de temps. On va le voir, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants sur le côté social, sur le côté gouvernance, sur le côté environnement également. Je pense que quand il s'agit de choisir ses équipes, ses dirigeants, ses board members, ses investisseurs, on va y reparler sur la gouvernance, ben clairement, ces sujets-là, ça a un impact positif et ça crée de la performance économique. Quand il s'agit de travailler de façon éthique avec ses clients, en co-construction avec ses partenaires, ses fournisseurs, oui, ça a un impact positif. Quand il s'agit de mettre en place des bonnes pratiques opérationnelles, managériales, dont Stéphane de Diem en a déjà discuté un petit peu, et Frédéric en discutera de façon plus détaillée dans quelques instants, oui, ça a un impact. Quand il s'agit de mettre en place, de structurer, d'organiser un référentiel Bicorp, comme on l'a regardé tout à l'heure, on n'en parlera pas dans cette deuxième table ronde, mais c'est des éléments extrêmement positifs qui vont dans le sens de la performance économique aussi. Donc finalement, en ayant travaillé avec les différents dirigeants, ben on se rend compte qu'il y a un lien aujourd'hui qui peut se faire entre ESG et performance économique, et c'est un lien qui va se faire de plus en plus, parce que je suis persuadé que tout ce qui va être E, S et G qui peut être mis en place dans les entreprises va être de plus en plus fort en termes de conséquences économiques sur le chiffre d'affaires, la marge brute, la rentabilité, et sans doute aussi la valorisation des sociétés lors des nouveaux tours de table, lors des sorties. Alors peut-être pour commencer, parce qu'on s'est dit que c'était le plus simple, de commencer avec Frédéric qui est en visio. Je ne sais pas si tu nous entends, Frédéric, est-ce que tu peux parler ? Oui, je vous entends. Super. Eh ben, du coup, on va te laisser la parole. On voulait commencer par le sujet S, sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont mises en place chez celle-ci, notamment sur tout ce qui est performance humaine. Parce qu'en l'occurrence, c'est un élément important. On a discuté de l'engagement, de la mobilisation des salariés. Et toi, sur ces aspects ressources humaines et talents humains, tu as mis beaucoup de choses en place. Donc, je vais te laisser la parole peut-être pour commencer cette table ronde. Merci à toi. Merci Pierre et bonjour à tous. Désolé de ne pas être parmi vous, mais des petites contraintes sanitaires font en sorte que je ne peux pas monter sur Paris et j'en suis fortement désolé parce que je trouve que le sujet du jour est extrêmement intéressant et celle-ci est une start-up qui maintenant est un peu âgée parce qu'on a près de 11 ans. Et ça fait très longtemps qu'avec Alain, mon associé, on s'intéresse aux questions sociales et comme on est bien évidemment au bord de la mer, l'environnement est également une chose qui nous préoccupe beaucoup et on fait beaucoup de choses chez celle-ci, aussi bien sur le social que l'environnement et la gouvernance. En ce qui concerne le social, moi j'ai toujours estimé que lorsqu'on est chef d'entreprise, on a une responsabilité. On a une responsabilité parce que lorsque vous lisez des études, comme le Figaro en a publié il y a quelques années, où il y avait 65% de salariés qui arrivaient avec la boule au ventre au boulot, c'est pas possible, c'est pas normal. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des salariés qui passent beaucoup plus de temps dans votre entreprise que dans leur sphère privée et tout, nous devons être responsables. Nous devons, j'ai toujours estimé qu'un salarié était de l'actif. Ça veut dire que c'est quelque part, on passe du temps à le recruter, on met de l'argent et il faut à un moment pouvoir utiliser cet actif au mieux possible, c'est-à-dire
en lui proposant des formations, en proposant de la promotion interne, en faisant attention que ces modes de rémunération soient justes et tout. Et donc, c'est toutes ces petites choses combinées qui fait qu'on arrive à avoir une équipe qui est extrêmement soudée et qui est performante. Et donc, la partie sociale, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, il faut être bienveillant avec ses salariés. Il ne faut pas seulement les recruter, il faut leur proposer des plans de carrière et surtout, il faut pouvoir à n'importe quel moment leur demander qu'est-ce que tu veux faire. Et je pense que c'est toutes ces petites choses combinées qui fait que on arrive à avoir beaucoup plus de performance avec nos salariés. Mais pour moi, un salarié, c'est un actif qui est très important. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas dans les hauts de bilan et tout, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est effectivement ce qui est en relation directement avec nos clients et tout. Et donc, je pense qu'on doit avoir là-dessus des politiques sociales. Et Frédéric, de façon très concrète, peut-être on parlait de promotion interne qui est mise en place chez toi. Je pense que c'est pas mal de donner des éléments concrets en fait pour que les uns et les autres puissent peut-être les utiliser aussi chez eux. Oui, alors on a moi j'ai des chiffres à vous donner là-dessus. C'est vrai qu'on a à peu près 50% de nos salariés qui sont régulièrement, je dirais, reclassés en promotion interne. Ça veut dire qu'ils évoluent en termes de statut, ils évoluent également en termes de service. On a je ne sais combien d'heures de formation qui sont distribuées à nos salariés. On a également, alors juste pour vous faire sourire un petit peu ce matin, j'ai pas encore je dirais de plateforme qui permet de mesurer le bien-être de nos salariés au quotidien, mais j'ai un petit chiffre qui va vous faire sourire. Figurez-vous que depuis le 1er janvier 2020, celle-ci vient d'enregistrer la 9e naissance. Donc nous sommes à 9 bébés depuis le 1er janvier 2020. C'est bien possible, effectivement. On t'a pas entendu, mais c'était effectivement une possibilité qu'en 2021, il y en ait encore plus, comme tu le disais. Peut-être en termes de rebond sur les sujets effectivement sociaux, Marco, je crois que tu as mis en place quelque chose de spécifique pour, comme on le disait ce matin aussi, comment faire participer les salariés et tous les salariés à la croissance et au succès de l'entreprise. Bonjour tout le monde, donc moi Marco, je dirige Clever Connect, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la talent acquisition et on est présent en France, en Espagne, en Italie, et on a aujourd'hui 130 collaborateurs. Et je crois sincèrement que la force de notre société, Clever Connect, c'est l'engagement des équipes. Vous savez que le marché du recrutement, on en a un peu parlé tout à l'heure, il est quand même pas forcément évident là ces mois-ci. On a eu le confinement et je peux vous dire que chez Clever Connect, on a des équipes qui sont extrêmement mobilisées, extrêmement positives, extrêmement motivées. Actuellement, et d'ailleurs on sort des très beaux chiffres en termes de commandes dans un marché très difficile. Alors pour moi, il y a 3 leviers qu'on a mis en œuvre qui me paraissent essentiels. Le premier levier, c'est qu'évidemment Clever Connect, c'est pas mon projet à moi, c'est le projet d'une équipe. Donc ça me paraît absolument fondamental. Enfin moi personnellement, c'est comme ça que je dirige ma boîte. Et un projet d'une équipe, ça veut dire, je pense, partager les fruits de la croissance, partager les fruits du succès. Je pense que ça me paraît le devoir des dirigeants, des entrepreneurs de partager les fruits de leur succès. Et donc, chez Clever Connect, on a tous les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui sont actionnaires. On a évidemment distribué des actions gratuites, on a distribué des bons de souscription d'actions, mais il y a quelque chose en plus, ce qui est assez, je pense, dont je suis assez fier, c'est qu'en fait, tous ces salariés ont aussi investi dans la boîte. Ils ont mis leur propre argent, dans des conditions excellentes d'ailleurs, donc ils vont gagner, voilà, c'était un très bel investissement. Et par exemple, quand on a fait le tour de table avec Sophie West, en fait, il y avait 20 personnes qui, par ailleurs, participaient au tour de table à hauteur de 130 000 € dans la boîte. Donc, pour vous dire, voilà le niveau.
Non, pas chacun 130 000 euros, mais c'est déjà beaucoup parce on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas extrêmement bien payés. Donc, au sens, voilà, c'est pas, par rapport à ces montants-là, c'est pas énorme. Donc, je pense que pour eux, c'était vraiment une envie et un engagement très fort. Ils ont eu par ailleurs des actions gratuites et d'autres choses. Mais donc ça, c'est le premier levier, c'est associer, je trouve, le maximum de personnes au capital de la boîte. Le deuxième levier qui me paraît absolument essentiel, c'est tout ce qui est transparence et communication. C'est-à-dire que je trouve qu'entre un dirigeant et ses salariés, on ne peut pas être sur deux planètes différentes. C'est-à-dire que si moi, j'ai en fait une vision stratégique, je sais où on va, et si je ne partage pas cette vision avec mes salariés, si on n'a pas une grande transparence sur nos actions, sur ce qu'on est en train de mener, ça veut dire qu'on a une société à deux vitesses et que nos salariés ne peuvent pas prendre les bonnes initiatives. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de partager au maximum la vision, au maximum la stratégie. Même par exemple, à partir du confinement, j'ai fait toutes les semaines, une fois par semaine ou tous les 15 jours, une visio de 15 à 20 minutes où j'ai partagé nos succès mais aussi nos difficultés de manière extrêmement transparente, et je peux vous dire que c'est extrêmement apprécié. C'est ce qu'attendent les salariés de leurs dirigeants, c'est d'être transparent dans un monde où aujourd'hui ça sert à rien de cacher les choses, donc il faut être extrêmement clair. Évidemment, en temps normal, on réunit aussi, on a 14 bureaux dans différents pays, on réunit au moins 2 fois par an tous les salariés ensemble, bon, ça va de soi, mais voilà, donc la partie communication et transparence, c'est très important. Et le troisième levier qui me paraît essentiel et qui est peut-être pas révolutionnaire, mais qui est basique, c'est le management, parce qu'une boîte, c'est d'abord un bon management. Hein, on parle de plein d'autres choses, mais c'est le management. Et pour moi, ce que je dis aux managers, que chaque manager est au service de nos salariés. Nos salariés ne sont pas au service de leur manager, c'est chaque manager. Nous sommes au service de nos salariés. Évidemment, c'est ça qui est important. C'est-à-dire comment faire en sorte que chacun de nos salariés donne le meilleur de soi-même. Et moi, je préfère avoir 130 personnes et 130 salariés ultra performants parce qu'on s'occupe d'eux, parce qu'on les accompagne, parce qu'on pense à eux, que 130 personnes qui essaient de me faire que moi, je suis performant. Ça ira pas très loin, la boîte. Donc voilà, donc je trouve qu'on n'en parle pas souvent, mais pour moi, voilà, je dis, les managers dans notre boîte, ils sont au service de leurs salariés, et c'est pas les salariés qui sont au service des managers. Super, merci Marco. Quentin, peut-être un petit mot aussi, parce que tu as profité, toi, du Covid, en fait, pour créer une communication spécifique interne et externe, notamment vis-à-vis de tes salariés, mais vis-à-vis de tes clients également. Finalement, tu as profité de ces mois-là et ça a été assez intéressant et ça a motivé l'ensemble des équipes aussi et des clients sur ces sujets. Donc la politique ESG, en termes de communication, c'est aussi un challenge. Et tu peux nous en dire quelques mots peut-être ? Ouais, moi je crois qu'il y a une grosse nuance par rapport à Marco, par rapport aussi à Adrien tout à l'heure qui disait que lui il a créé sa boîte en vraiment avec une démarche ESG à la base. Moi je suis primo-entrepreneur, j'avais même jamais managé quasiment avant de monter cette boîte. Et je pense qu'au début en tant que dirigeant, j'étais pas vraiment CEO et j'avais quasiment honte d'une certaine manière de partager ma vision, comme si c'était pas être humble que de vouloir pousser les gens vers une vision. Et en fait, je l'ai vraiment regretté au bout d'un moment, puisque ce qui s'est passé, c'est que la culture de ma boîte, elle était pas saine. Honnêtement, elle était pas saine. Et en fait, on a fait un gros virage, notamment autour de la démarche ESG, en se disant, ok, mais Anjaro, on va afficher la raison d'être, on va expliquer pourquoi on existe. Nous, on veut pérenniser l'emploi. En fait, on incite énormément nos clients à faire du CDI pour économiser, mais aussi pour pérenniser l'emploi. Donc, c'est un jeu gagnant-gagnant. Et donc, juste avant le confinement, en janvier, on a clarifié tout ça avec un cabinet d'ailleurs qui est venu nous aider pour le faire. Et le confinement, ce que je disais tout à l'heure, a vraiment eu un effet loupe sur notre activité. Et à ce moment-là, en tant que dirigeant, je me suis dit, mais il faut embarquer tout le monde derrière cette envie de pérenniser l'emploi et notamment aider nos clients, en l'occurrence, à éviter du chômage partiel et du chômage tout court. Et il s'avère qu'à ce moment-là, on était en train de faire le tour de table sur lequel Sophie West et Artia sont entrés. On a closé le 9 avril, pour vous donner une idée. Donc je crois que le confinement, c'est quoi ? C'est le 17 mars. Donc au moment du confinement, moi, j'étais pris par cette levée de fonds. C'est des moments très tendus de due diligence. En tant que fondateur, c'est vraiment pas évident. Grosso modo, j'avais aucune bande passante. Et le fait d'avoir
ramener toute l'équipe derrière cette raison d'être, derrière cette volonté de pérenniser l'emploi, qui a d'ailleurs été le dernier discours que j'ai fait à l'équipe avant le confinement, ça m'a permis, moi, de me détacher de l'opérationnel en ayant la certitude, et d'ailleurs ils l'ont très très bien prouvé pendant le confinement, qu'ils allaient tenir les rênes et se battre dans la bonne direction. Donc ça a été au niveau interne. Et alors au niveau externe, il faut être honnête, c'est ce travail qu'on a fait avec nos clients, notamment le combat contre le chômage partiel pendant le Covid et maintenant tout simplement le maintien de l'emploi. Ça a été une fierté qui a été partagée par nos clients et qui a fait que, et tout à l'heure quand je voyais est-ce qu'une démarche ESG elle a un impact économique, mais on est en 2020 les amis, évidemment que ça a que c'est positif. Enfin, il y a une myriade de startups, une myriade de boîtes qui proposent des super produits. Un des facteurs différenciants, c'est évidemment la démarche ESG. C'est une certitude absolue, et ceux qui ne sont pas convaincus, tant pis pour eux, ils perdront. Et nous, on a Sodexo qui a communiqué sur LinkedIn sans nous demander notre avis en disant en utilisant Njaro pour pérenniser l'emploi. On a le PDG d'Elior qui a parlé de nous. On a Engie, les dirigeants d'Engie qui parlaient de nous sans rien nous demander dans l'Obs, dans les Échos. Évidemment que ça nous a fait un coup de pub fantastique. Enfin, vous regardez n'importe quelle plaquette d'Anjaro, elle cite le patron d'Elior qui a parlé de nous dans l'Obs spontanément. Et c'est une logique absolue que la performance économique, elle est plus suffisante pour faire sa place sur le marché à l'heure actuelle. Sur la partie sociale, on va peut-être laisser Christophe conclure, que Christophe a mis en place la notion de CARE, donc C-A-R-E, à la fois pour les talents en interne, pour ses clients aussi avec toute la notion de comment travailler avec eux, parce que comme vous le savez aussi sur le métier de Christophe, toute la partie marketing, notamment personnel, opérationnel, il y a une notion de data qui est importante, il y a beaucoup de chamboulements qui ont eu lieu ces derniers mois, et Christophe y était préparé, entre guillemets, grâce justement à ce qu'il avait imaginé et aussi ce qu'il a fait construit avec ses clients. Peut-être un petit mot là-dessus ? Oui, merci beaucoup. Donc moi, Christophe, je suis le fondateur et président de S4M. S4M, on a une solution de Drive to Store et en effet, on utilise beaucoup de data personnelle. Et dernièrement, on n'est pas très à la mode, parce que nos gros concurrents américains le font d'une manière disons moins respectueuse que d'autres acteurs comme nous pouvons le faire. Je pense que pour revenir sur la thématique du jour, je pense que en tout cas, c'est notre définition chez S4M. Il y a un nom commun derrière l'ESG, c'est la responsabilité. Et dans la responsabilité, c'est bien évidemment être responsable de ses talents, être responsable de comment ces talents vont pouvoir évoluer dans l'entreprise, de les préserver, de les protéger. Et aussi, et c'est derrière une de nos valeurs, on a 3 valeurs, le care, invent and succeed. Derrière le care, c'est oui, on va prendre soin de vous, mais on va aussi prendre soin de vous pour que vous montiez dans l'entreprise et que vous puissiez le faire. Et dans cette notion de care, donc bien évidemment, on est passé par toutes ces phases de transparence, d'accompagnement, d'explication de cette crise sanitaire qu'on a vécue, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi de prendre cette parole fréquemment pour expliquer comment l'entreprise va évoluer dans le temps. Parce qu'il faut les rassurer sur l'avenir, et ça date pas du mois de mars, ça date depuis la création de l'entreprise. Et enfin, la notion de care, c'est de faire attention à ses clients. C'est comment vous, salariés, comment via la politique de l'entreprise on va prendre soin de ses clients. Alors je vous expliquais en introduction, nous on était dans les feux des projecteurs du RGPD, parce qu'on utilisait de la donnée personnelle, et notamment de la donnée de géolocalisation. Et la donnée de géolocalisation, c'est vos déplacements, donc on sait très facilement qui vous êtes, ce que vous êtes. Globalement, si je fais court, et si vous avez un amant ou une maîtresse, nous on le sait. C'est un petit peu ça. Tout était là, et dès le début, on connaissait. Alors c'est peut-être grâce à l'expérience que c'est ma deuxième expérience dans le entrepreneurial et dans le marketing mobile, et je connaissais la puissance du mobile et justement cet espion qu'on a avec nous, qu'on on peut pas se déplacer sans lui et on peut pas s'empêcher de l'utiliser 300 fois par jour, qui qu'on soit. Donc voilà, donc on savait cette puissance-là, et quand on a créé S4M, on s'est dit ok, un truc, il faut qu'on mette l'utilisateur au centre de nos réflexions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas sustainable, qui n'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir construire dans le futur, parce que je pense que personne n'importe qui n'aime pas se savoir traquer 3000 fois par jour, toutes les 2 secondes, etc. Donc on a construit notre technologie en prenant soin de l'utilisateur et en étant sûr de l'utiliser que sur des personnes qui ont consenti et qui ont accepté de recevoir de la publicité ciblée. Parce que la publicité ciblée, il ne faut pas se rappeler, et je pense que
Sophie West et notamment le groupe SIPA West France sera là pour confirmer, on est là pour financer des services et des contenus gratuits. Un jour ou l'autre, la publicité, je connais personne qui aime la publicité, je connais personne qui aime être dérangé quand on regarde son film, quand on lit son journal et autres, mais au final, elle paye des contenus et des services gratuits, elle paye des journalistes et elle est là, et finalement, je vais oser le mot, pour moi, c'est la garante de nos démocraties, parce qu'elle finance des avis, des opinions différents et divergents qui permettent de créer le débat. Le jour où vous n'avez plus qu'un seul canal de communication, si demain Facebook n'est la seule plateforme qui délivre la bonne information versus les autres informations, à mon sens, c'est problématique. Donc voilà comment nous, on a pris le care, dans notre notion de care, on a pris soin de nos clients en leur garantissant d'être respectueux non seulement de leur argent, mais aussi respectueux des utilisateurs à qui ils vont exposer la publicité. Donc on a bien évidemment été en fer de lance du programme RGPD, parce qu'il est arrivé le 25 mai 2018 pour la plupart des gens, mais on le savait depuis 2015, donc il fallait s'y préparer, ce qu'on avait fait, et on s'était préparé notamment par des certifications qu'on a pu avoir dans différents pays, notamment une certification américaine qui permettait de montrer qu'on vendait de la publicité qui était réelle, donc pas de fraude, qui touchait vraiment des humains, dans un contexte on va dire brand safe, donc qui est respectueux de la marque, etc., etc. Donc ça, c'était pour nous l'aspect du S de ESG. C'est vraiment de prendre soin, bien sûr, de nos talents internes, qui restent un capital très important et un actif très important de l'entreprise, mais surtout aider les hommes qui font l'entreprise, et les femmes, bien évidemment, à prendre soin de leurs clients, parce que c'est eux qui pérennisent l'entreprise dans le temps. Sur le S, vous l'avez bien compris, on aurait pu passer une demi-journée, je pense, parce qu'il y a énormément de sujets, en interne, en externe, sur lesquels il y a matière à agir pour avoir une meilleure performance globale. Je vous propose de passer au sujet G, qui est aussi un élément important et assez facile à mettre en œuvre finalement au sein des sociétés, start-up du digital qui font partie du portefeuille Sophie West. Je vais passer la parole à Marco qui va nous expliquer comment est-ce qu'il a construit son board et comment aujourd'hui il a réussi à ajouter des compétences supplémentaires et pas que ses investisseurs au board. Et ça, c'est un élément important pour justement travailler sur la gouvernance et bénéficier des réseaux des uns et des autres et de l'apport des uns et des autres. Alors nous, sur la gouvernance, on était dans une situation un peu particulière parce qu'on avait fait le développement de la boîte en autofinancement jusqu'à il y a 1 an. Et quand on a approché nos amis de Sophie West, en fait, on n'avait pas vraiment besoin d'argent immédiatement, c'était pas le sujet. On voulait faire venir s'associer à des sparring partners qui vont nous aider à faire quelque chose de très grand. Et du coup, on n'avait pas de board jusqu'au moment où Sophie West est rentrée. Et donc, on devait mettre en place un board. Donc, c'était bien, c'était l'occasion de se poser la question de comment on allait mettre en place un board. Et je pense qu'on a fait un vrai exercice au sens où moi, par exemple, j'ai vraiment regardé tout ce qui se disait sur les boards, en fait, en Europe, aux États-Unis, quelles étaient les meilleures pratiques, comment ça devait fonctionner. Donc, on a commencé par regarder ce que faisaient les autres. Il y a énormément, évidemment, c'est un sujet qui est maintenant fondamental, notamment dans les très grosses sociétés, c'est certain, donc on en parle beaucoup. Et donc, j'ai essayé de m'inspirer des pratiques, des meilleures pratiques qui existaient dans le monde, pas forcément que pour des startups, mais de manière générale dans des entreprises. Et donc, on n'a pas du tout conçu le board comme étant un truc chiant, je sais pas, obligatoire, sur lequel en fait on essaie de contrôler, par exemple. C'est pas du tout l'objectif du board. On a essayé de mettre en place, on s'est posé la question que comment on pouvait réunir un ensemble de compétences qui pouvaient nous aider à accomplir notre projet qui est très ambitieux. Et évidemment, si on réfléchit de ce point de vue-là, évidemment, avec les investisseurs, on a des compétences notamment financières et puis quand même beaucoup de benchmarks, des organisationnels, je dirais. Mais on s'est dit qu'il fallait aussi des compétences probablement métiers, aussi des gens qui peuvent nous challenger même sur notre offre, sur nos idées de produits, etc. Et donc, par exemple, on a fait rentrer à notre board une personne qu'on ne connaissait pas vraiment, c'est pas une amie, c'est simplement une des DRH qui a le plus de talent aujourd'hui, qui a près de 35 ans, c'est une fille qui est aujourd'hui DRH d'un très bel éditeur de logiciels qui s'appelle Line Data. Donc c'est une fille qui est extrêmement talentueuse,
une des probablement des meilleurs talents en DRH aujourd'hui en France parmi les jeunes, et on l'a fait rentrer au board, et c'est vrai qu'elle apporte énormément d'éclairage, de marché, de clients, et ça nous aide à avoir une discussion beaucoup plus riche dans le board. On a fait aussi, d'ailleurs au passage, j'ai écrit une charte de comportement du board, enfin pour être sûr que tout le monde est bien aligné sur qu'est-ce qu'on devait apporter les uns et les autres par rapport à ce board. Donc voilà, simplement pour dire que en fait, il y a deux manières de voir des boards. André, c'est chiant, il faut préparer le board. Tiens, on est en retard pour préparer le board, etc. Il faut faire du crunching, il faut faire des chiffres, etc. Mais je pense que ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment accessoire. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on a fait un board, je pense que inspirant d'une journée, la semaine dernière, où en gros le sujet c'était aujourd'hui la boîte fait 16 millions. Comment on fait 100 millions dans 4 ans, et franchement on a super bien travaillé, je pense, et on est parti pour faire 100 millions dans 4 ans, donc je tiens à préciser. Donc voilà, mais donc la gouvernance, ça a vraiment du bon si on rentre dans une vraie logique de gouvernance avec les bonnes règles de gouvernance. Quentin, peut-être un petit mot également là-dessus sur la gouvernance, parce que... Oui. Ah, tu as une question, Frédéric? Oui, je voulais juste, pardon, excusez-moi, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions. Et donc, j'ai bien compris que, quelles que soient les participations de Sophie West, nous sommes tous extrêmement bienveillants vis-à-vis de nos salariés. Il y a une petite discussion que Marco a commencé à évoquer et qui, pour moi, rejoint un petit peu ce qu'il disait sur les boards. C'est-à-dire que... qui que nous soyons, nous avons tous les mois à faire un reporting. Et le reporting que nous envoyons à nos investisseurs, c'est un reporting que nous partageons avec nos salariés. Et je pense que ça, c'est également une donnée qui est extrêmement importante pour moi, c'est être transparent. Je ne suis pas un patron qui arrive le matin en faisant la gueule parce que les chiffres ne sont pas bons. Si je fais la gueule, c'est parce que tout le monde sait que les chiffres ne sont pas bons. Et c'est justement ce partage de la information qui fait en sorte qu'on arrive tous à être plus performants. Il ne faut pas masquer les chiffres. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, et il faut le faire savoir. Mais ce qui est important, c'est de dire aux salariés, chez Pelsi, on a 4-5 écrans de télé avec le chiffre d'affaires, l'évolution et tout, mais on partage également le montant des charges, on partage également les investissements qui sont faits. On dit également aux salariés si on a un EBITDA positif ou négatif. On dit si on a une trésorerie qui évolue ou si on est en train de cramer de la thune, etc. Enfin, je pense que c'est ce genre de transparence que les salariés apprécient parce qu'ils se disent, voilà, il n'y a pas de secret, je sais exactement pourquoi je vais travailler tous les matins dans cette boîte. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça fait partie justement de la performance qu'on peut avoir avec nos salariés parce qu'ils savent exactement où va l'entreprise. Je referme la parenthèse. Merci Frédéric. La notion de transparence, elle est extrêmement importante. Je pense qu'elle est aussi réelle et de façon un peu off quelquefois aussi avec certains des investisseurs. Quentin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu vois ton board aujourd'hui qui a beaucoup bougé suite à la levée de fonds il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et puis surtout peut-être de la relation privilégiée un petit peu en off que tu as conclue avec Balderton et Bernard Liotto depuis maintenant 2 ans, qui t'a fait progresser et qui a fait progresser la société, je crois. Alors privilégié, je ne sais pas, enfin il faut lui demander aussi, mais je pense, vu le nombre de fois où je lui parle, que oui, c'est assez privilégié. Encore une fois, nous, on a démarré cette société il y a 5 ans, et à la différence de Marco, nous, on a levé au premier jour. On a levé vraiment au premier jour. Donc, j'ai été éduqué en tant qu'entrepreneur à avoir un board au début. Et quand on a 25 ans, le board, on a l'impression que c'est son patron. Et c'est une belle connerie. C'est une belle connerie parce que, en fait, c'est tout l'inverse. Moi, maintenant, et vous le savez, vous qui êtes rentré il y a 6 mois au board d'Anjaro, non, le board, il est à ma dispo et à celle d'Anjaro. Alors, ça, c'est le constat de base. Et vous le savez très bien parce que vous êtes rentré au board et au capital d'Anjaro très récemment. Pour moi, vous êtes là pour m'aider, vous êtes là pour aider les dirigeants et par extension les collaborateurs d'Anjaro. Ça, c'est une injonction de ma part qui en appelle une de votre part, qui est de la transparence et de la lucidité.
Ça ne peut fonctionner, ce genre de relation, que si vous n'avez pas à chercher ce que je vous cache, pour faire très simple. Je considère que quand j'arrive en board ou quand je vous parle, je suis là pour vous parler de nos problèmes. Les bonnes nouvelles, à la limite, vous les avez dans le reporting s'il est bon. Mon board, il les a, on peut passer 5 minutes dessus parce que de temps en temps, ça fait du bien de se féliciter. Mais en soi, si vous êtes à ma dispo, vous êtes là pour m'aider en tant que board à résoudre des problèmes. Et ce shift, je l'ai notamment en effet fait via ma relation avec Bernard, donc Bernard Liotto, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fondateur de Business Object et qui est maintenant le patron d'un fonds basé à Londres qui s'appelle Balderton. Et au début, ma relation avec Bernard, elle n'était pas bonne du tout. Pour une raison simple, c'est que quand je le voyais, j'étais dans la justification, dans une période en plus en 2018, juste après qu'on ait levé avec Balderton, qui n'était pas terrible pour Anjaro, parce qu'on avait un problème de positionnement qu'il fallait régler, qu'on a mis à peu près 6 mois à régler. Donc en fait, j'étais dans la justification permanente, et Bernard, c'est quelqu'un qui aime bien régler des problèmes, et je pense que ça le frustrait énormément, donc il cherchait à me bousculer, et moi, je me remettais dans mes retranchements. Puis petit à petit, j'ai fini par comprendre que le seul moyen d'utiliser quelqu'un comme Bernard, qui a quand même une expérience exceptionnelle. Enfin, je veux dire, c'est la première IPO française au Nasdaq, quand même, Business Object. Je pense qu'il a fait à peu près 150 fois ce que je veux faire en tant qu'entrepreneur avec Anjaro. Et donc maintenant, on a eu une conversation hyper franche où je lui ai dit que je n'étais pas satisfait de la relation. Lui, il a dit, ça tombe bien, moi non plus. Et où on s'est dit, ok, maintenant, on va réécrire les bases. Et on va se faire confiance et on va considérer que moi ce que je veux c'est le mieux pour toi et pour Anjaro. Moi Bernard c'est ce que je veux et donc on va vraiment essayer de résoudre tes problèmes. Et donc on est parti d'un truc où on n'est pas proche en tant que tel, c'est-à-dire que Bernard il connaît rien de moi à part ce qu'il sait très bien, c'est-à-dire il voit à peu près du milieu d'où je viens, on est extrêmement différents et je pense que ça crée une certaine sympathie. Il me connaît un petit peu dans mon évolution en tant qu'entrepreneur, mais finalement on se dit bonjour, par politesse, comment se passe ta semaine? Et par contre on se parle toutes les 2 semaines, ce qui est énorme, 1 heure toutes les 2 semaines. On a peut-être 5 minutes d'administratif et après je lui dis bon écoute Bernard c'est simple, j'ai 3 problèmes, souvent j'arrive avec 3 problèmes, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là il est prioritaire, abordons-le, j'ai envie d'avoir ton avis. Et je suis arrivé à une relation de transparence avec lui, vraiment qui est une personne que honnêtement que j'admire, c'est un mentor pour moi en tant qu'entrepreneur, qui est que je lui parle même de mes problèmes perso. Quand j'ai eu un de mes collaborateurs qui est tombé un jour, à qui on a détecté une tumeur au cerveau, je lui en ai parlé. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, il faut que tu sois exemplaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes le message à ce collaborateur que tu es là pour lui et que tu l'attends. Et il faut que tu passes un message à la boîte, il faut qu'elle soit solidaire de ce collaborateur à qui il arrive un drame dans la vie. Quand j'ai trop de boulot, récemment, là, juste avant l'été, je lui ai dit, écoute Bernard, j'ai eu la levée de fonds, j'ai eu le Covid, j'en peux plus, j'ai trop de taf. Si on veut que le CEO d'Anjaro il tienne encore 10 ans, va peut-être falloir me baisser la charge de travail parce que j'en peux plus. Et l'avantage de quelqu'un comme ça, qui est un ancien entrepreneur, et puis qui a un esprit entrepreneurial très fort, dans ce cas-là, il pige ce que je lui dis. Et il me dit, mais en fait, c'est pas normal. Et ce qui fait que de conversations très high level, on en arrive parfois à des points où c'est OK, ouvre ton agenda, on va regarder ce qui se passe. Et en fait, ça, et moi, j'ai suffisamment confiance en lui pour faire partage d'écran et j'ouvre mon Outlook. Ça, en fait, c'est fantastique parce qu'on arrive sur des sujets de positionnement hyper forts, sur des sujets de levée de fonds, évidemment, puisque ça se décide ensemble. Très fréquemment, c'est évidemment la très grande majorité des conversations, à des conversations où des fois c'est écoute, je vais pas bien, y a un truc qui va pas, c'est très perso, mais j'ai aussi besoin d'avoir la confiance de mon actionnaire et savoir que je peux lui passer ce genre de message. Et ça, honnêtement, ça change tout. Et pour tous les board members qu'il y a dans cette assemblée, je vous recommande d'avoir cette ouverture d'esprit envers vos entrepreneurs parce que c'est ce qui fait qu'on se méfiera pas et qu'on vous dira quand le business va mal également et c'est absolument capital. Merci Quentin. On voit bien que c'est encore une histoire d'hommes. Le social, c'est une histoire d'hommes et de femmes. La gouvernance, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Donc c'est vraiment très très important de choisir ses board members, de choisir ses investisseurs, de choisir ses salariés, ses middle managers, etc. Donc c'est sur la partie S, sur la partie G, sur une start-up, l'humain est majeur, sur toutes les entreprises c'est majeur, mais encore plus quand on est sur les phases amont. Donc ça c'est vraiment un sujet très très important qu'on a discuté ce jour. Le sujet E, donc côté environnement de ESG, il est plus compliqué
notamment parce qu'au tout début, c'est peut-être pas forcément la priorité d'une société, en tout cas quand ton activité n'est pas directement liée à l'environnement ou au côté vert du secteur. Pour autant, notamment quand la société a atteint une certaine taille, comme c'est le cas de S4M, il y a une volonté de faire du E, entre guillemets, par conviction, mais également parce que ça apporte énormément de choses en interne et en externe également. Et donc, Christophe va nous évoquer un petit peu ce qu'il a fait, lui, il y a plus de 2 ans maintenant, ça a commencé, où tu as commencé par faire aussi un bilan carbone, par exemple, et mettre beaucoup d'initiatives, finalement, ces derniers mois sur le sujet écologie et environnement. Oui, bah, tout à fait. Alors déjà, c'était une question qu'on avait posée aux salariés, c'est-à-dire quel grand thème vous voulez suivre. Il y avait l'environnement, la solidarité et le troisième, j'ai oublié, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Et donc l'environnement était vite choisi parce que aussi c'est des salariés, des talents qui travaillent dans le monde du digital. Le digital aujourd'hui, c'est plus d'émissions de CO2 que le trafic aérien. Je parle ça avant Covid, hein, parce que là en ce moment, ça va. Et on prévoit, selon les prévisions, que le digital émettra plus de CO2 que le trafic routier dès 2040. Donc c'est quelque chose, on sait qu'on a un impact dessus. Donc une de nos réflexions quand la thèse de l'environnement a été le choix des collaborateurs, dire qu'est-ce qu'on fait. Donc on a lancé beaucoup d'initiatives. Bien évidemment, on a enlevé le plastique et tout ça dans la cafette et autres. Mais après, on se dit où est-ce qu'on peut aller plus loin. Aller plus loin, c'est dire ok, comment on peut. En effet, on a fait notre premier bilan carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète pour le faire? Donc, on a fait un partenariat sous les conseils de Patrice d'ailleurs avec une société qui s'appelle Ecotri, où on compense nos émissions carbone en replantant des arbres. Et aujourd'hui, on l'a étendu. Alors, avant, on le faisait que sur nos bilans, sur notre bilan propre, et maintenant sur toutes les campagnes qu'on vend à nos clients, on leur vend une campagne compensée carbone. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter l'équivalent arbre en face de ça. Et après, on est allé plus loin, on dit ok, bon, c'est bien tout ça, mais comment on peut faire? Et comment on peut faire pour justement espérer cette neutralité carbone? On s'est mis un objectif à 2023 pour le faire, et ça a commencé par revoir notre code informatique. Et aujourd'hui, nos ingénieurs ont travaillé pour que notre code soit moins consommateur de serveurs. Et on l'a bien vu, un chiffre très concret, on a fait 30% de croissance entre 2019 et 2018, et on a fait 0% de croissance sur nos frais de hosting. Voilà. Donc c'est très lié à la performance économique, parce que autant vous dire que les Amazon et consorts, c'est pas donné. Donc quand vous économisez sur ces frais de hosting, c'est des vrais gains de charge. Alors ça, c'était une des premières initiatives. Une deuxième initiative, c'est assez simple, on a des collaborateurs, vous voulez leur offrir du matériel, des ordinateurs, des téléphones. Aujourd'hui, nous, la politique, c'est que du reconditionné. Donc on est capable d'offrir des nouvelles, des portables, ça vient du conditionné. Et idem, sur votre parc ancien, plutôt que de le mettre à la poubelle, vous pouvez le recycler et le vendre à des sociétés qui le font. Soit le vendre, soit le donner à des activités qui le font. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites chez nous parce que c'est finalement un thème choisi par les salariés. Alors on regrette à cause de la crise sanitaire de ne pas avoir pu soutenir toutes les initiatives, parce que dans chaque pays, ils avaient prévu de faire une journée pour ramasser des déchets sur une plage, par exemple, et autres. Cette année, on n'a pas pu le faire, donc on espère le faire dès l'année prochaine. Et voilà, donc l'environnement, nous, c'est dans notre quotidien maintenant. On est conscient qu'on est un consommateur et un émetteur de CO2 parce qu'on utilise des serveurs. Maintenant, les actions qu'on mène aussi bien auprès des salariés qu'auprès de nos clients, et surtout sur nos propres outils et nos actifs, parce que c'est un travail de longue haleine de revoir et de revamper tout le code, mais c'est possible et ça vous fait faire des vrais gains, des vraies économies, en tout cas sur des coûts externes. Et le hosting est pour beaucoup d'entre vous ici, j'imagine, un gros poste de dépense. Frédéric, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Alors rapidement, parce qu'on fait déjà des grands signes et qu'il faut avancer un petit peu. J'abonde à 100%, même à 1000% sur le côté environnemental. Il faut savoir que nous sommes à La Rochelle, une ville de bord de mer qui, dès 1976, a mis en place les premiers vélos à libre disposition, donc des vélos gratuits. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1400 vélos et je crois que nos salariés, 75
15 salariés, nous en avons 38 qui possèdent des vélos. Donc bien sûr que nous sommes pour l'environnement. Je rejoins également quelque chose qui est très important, c'est que avoir une politique environnementale au sein d'une entreprise, elle ne peut être que faite et souhaitée par les salariés. Et donc c'est ce que nous avons fait chez celle-ci, c'est-à-dire il y a énormément de mesures qui ont été prises. C'est pas moi qui ai décidé du jour au lendemain qu'on allait arrêter les bouteilles en plastique pour passer chez Castaldi. C'est pas moi qui ai décidé qu'on allait avoir le tri des poubelles. Donc c'est vraiment le travail des salariés qui nous ont poussés à avoir une politique environnementale. Et je pense que si on veut avoir une politique RSE ou ESG, ça ne peut fonctionner qu'avec le soutien des salariés et qu'avec leur détermination et la volonté, parce que je pense aussi que c'est très important aujourd'hui, recruter des salariés, c'est bien, mais il faut aussi savoir que les salariés ont besoin d'avoir un sens dans leur vie professionnelle et de se dire, si je vais travailler chez celle-ci de 9h à 18h tous les jours, je veux savoir ce que l'entreprise fait pour l'environnement, je veux savoir ce que l'entreprise va faire pour mon bien-être, etc. Bref, nous avons des responsabilités et ça, c'est une chose qui est très importante pour moi. Ça veut dire que plus nous accompagnerons nos salariés dans leurs demandes, dans leur évolution, dans leur bien-être, et plus ils seront performants et plus nos entreprises seront performantes. Et plus Patrice sera content. Merci Frédéric. J'aime beaucoup la conclusion et je pense qu'on va rester là-dessus sur la table ronde, qui est la notion de responsabilité. On est tous responsables. Ah non, c'est pas fini. Non, c'est juste un terme sur la gouvernance. Je pense qu'il y a un mot qui a été oublié aujourd'hui, et c'est la diversité. C'est aussi bien la diversité des gens, la diversité des couleurs, et notamment la représentation des femmes dans les boards, que je regrette, parce que moi j'en ai une, et elle vient de chez nous. Donc j'invite tous les investisseurs. Ouais, ce qui est bien par rapport à d'autres boards, mais c'est quand même pas assez. Parce qu'en effet, là où je rejoins Quentin et Marco, un board c'est des sparring partners, et avoir des avis féminins, c'est important aussi. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Juste avant de passer la parole à Sonia, moi je voulais la remercier parce qu'elle a été très présente lors des différentes discussions avec les dirigeants. Je trouve qu'on a très bien travaillé ensemble pour préparer cette table ronde numéro 2. Évidemment, toutes les questions-réponses sera sans doute après parce que là on va manquer un peu de temps. Mais je vais laisser Sonia du coup, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse conclure cette table ronde et donner son avis un petit peu aussi sur les différents échanges qu'on a pu avoir avec les dirigeants. Merci beaucoup Pierre et mes super modération de cette table ronde. Encore une fois, je suis ravie d'être avec vous et totalement convaincue de tous ces sujets. Moi, j'aurais peut-être juste 4 mots que je trouve très importants, qui sont tous revenus dans cette table ronde et dans la table ronde précédente, et tout le monde l'a dit, c'est la transparence. Ça me paraît évident, c'est de là que découle tout. Donc transparence, communication et surtout recréation du lien social pendant le Covid. Vous l'avez tous vu, ça vous a apporté énormément de valeur. Ça c'est la première chose. De là découle la confiance. La confiance qu'on voit avec les salariés, la confiance qu'on voit avec les clients et la confiance qu'on voit dans les boards. Et là, vous l'avez tous dit. Et en tant que board member de certaines startups, Sophie West, je vois bien sûr que c'est clairement un vecteur de valeur et c'est comme ça qu'un board de start-up marche, avec la confiance et aussi avec la diversification des profils. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très important. Je l'ai vu aussi, il y a certains boards dans lesquels il n'y a que des investisseurs. Moi, je trouve que c'est pas assez. Avoir des gens totalement externes, c'est vraiment très bien. Voilà. Et un dernier petit mot, qu'on n'oublie pas, bien sûr, l'environnement, qui est l'environnement choisi par les salariés. Je pense que c'est évident que c'est ça qui va boucler la boucle et qui va permettre de créer vraiment de la valeur. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est impressionnant.